Au taquet? Alors là, en revanche, le téléphone, il est... Ouais, Dans le bon sens. non, mais en fait, là, là, c'est coupé, alors je sais pas... Attends, ça doit être la connexion, 2 secondes. Je suis Non, sûre. c'est pas coupé, mais c'est dans le sens de l'image. Tu es bien en mode portrait? Tu es Non. bien en mode paysage? Non, il faut que je trouve comment faire. Bah, il faut que tu mettes ton téléphone dans la largeur, pas dans la hauteur. Ok. Non, parce que je suis toujours bloquée avec mon téléphone. C'est mieux? Ah, voilà, là, c'est mieux. Je pose. Bouge plus, je suis trop loin. Moi, là, c'est parfait. En plus, t'as la bonne lumière et tout, parce que alors chez moi, il fait un temps de cochon, et je t'avoue que la luminosité, elle est un peu naze. Ah, mais je triche, hein, t'inquiète pas. T'as mis un ring light, toi aussi? Ouais, c'est pas une ring light, c'est un spot, mais ouais, j'en ai 2 et... Ah ouais, bah moi, je l'ai mis aussi, parce que sinon, c'était pas possible. Alors, attends, hein, une seconde, je capte ça, tac, tac, tac. Bon, bah, on est bon, là? On est bien installé? T'es bien installé? Attends, j'aime pas. Ouais, comme ça, c'est bien. Ouais, baisse un petit peu, parfait. Bon, on bouge plus, on touche à rien. Alors, salut Pauline, moi je suis super contente de te rencontrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, une confession tricotesque avec Pauline alias Mystis Fibrae. C'est ça, hein, je ne me suis pas trompée. C'est ça, oui, parfait. On le prononce comme ça, Pauline, ton pseudo? Moi, je le dis Mystice Fibrae, mais très franchement, comme c'est une traduction latine de ma part, pas douée, enfin aléatoire, on va dire, on peut dire ce qu'on veut en vrai. Hein. D'accord. Alors, j'ai regardé un petit peu quelques-uns de tes épisodes. T'es passionnante parce que d'abord, tu touches à tout. Et puis vraiment, on sent que les loisirs créatifs, pour toi, c'est vraiment une partie de ta vie. Hein. Il n'y a pas de doute là. C'est ça. Alors, moi, je suis très, très, très contente que tu aies accepté cette invitation, déjà d'une part. Et puis, donc, tu connais le concept un peu de l'émission. Hein. J'ai des questions, voilà, un peu les mêmes pour tout le monde. Des fois, je m'adapte un peu parce que selon l'occasion. Et donc, on va commencer par une petite présentation de ta part, si tu veux bien, en quelques lignes, en quelques mots, comme ça tu nous dis un peu quelle région, si tu as envie de dire ton âge, si tu n'as pas envie, tu dis pas, si tu as des enfants, ce que tu fais dans la vie, et toujours pareil, dans la bienveillance, c'est vraiment comme tu as envie de le dire ou pas. On n'est pas, hein, c'est pas un interrogatoire. Et puis comme ça, après, on attaquera l'interrogatoire. Bon, merci beaucoup de m'avoir contacté pour cette interview. Je t'avoue qu'au début, j'avais un peu peur. Je me dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bon. Ouais. Donc, c'était super. J'ai effectivement regardé pas mal de tes vidéos et de tes interviews. Et donc, comme ça m'a plu, je t'ai dit oui. Et puis donc, tu sais qu'on a quelqu'un en commun en fait, et d'ailleurs je voudrais le dire parce que d'abord c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et puis qu'on connaît, et c'est Marine de Cocon Vert. Oui. Voilà, donc c'est un gros bisou Marinette. Ouais, Marine qui est super, et pareil, j'adore ce qu'elle fait, donc c'est génial. Donc, qui je suis? Moi, je suis donc Pauline. J'ai 38 ans, je crois. J'approche des 40. J'ai pas du tout de problème avec mon âge. Je vieillis, ça me va très bien. De toute façon, voilà. Jeune, oui, au moins. J'ai 4 enfants sur ces 38 ans. Ça va ils ont quoi? Ils ont 3 ans, de 3 à 13 ans. Et puis du coup, à côté des loisirs créatifs, je suis bibliothécaire et agent en mairie, fonctionnaire quoi. Ouais. Et donc voilà, moi j'adore les loisirs créatifs. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une partie de ma vie. Il n'y a pas une journée où j'en fais pas finalement. Même les grosses journées de travail ou les sorties avec les enfants et tout. Enfin, il y a toujours un moment où je me pose pour faire quelque chose. Souvent c'est le tricot, au minima, et sinon je fais d'autres trucs. Mais c'est ce qu'il y a de plus pratique, le tricot, faut dire. Ouais, on peut l'amener partout, et puis c'est le premier truc que j'ai appris finalement, avec c'était quoi? C'était le canevas aussi, en parallèle, avec ma grand-mère. Et alors, donc, tu es, Pauline, dans quelle région tu es? Où je suis? Moi, je suis dans l'Ouest, je suis en Mayenne, donc c'est dans les Pays de la Loire, mais je suis limitrophe Bretagne en fait. Ah bien. Je suis à 10 km de la frontière. Avec la Bretagne, on parle de frontière, tu sais. Ouais, oui.
Alors, c'est pas très très loin du salon qui s'est déroulé J'ai bu derrière. une 50 centilitres de thé et 3 cafés avant de venir, donc je pense que là, ça va aller. Bon, alors donc tu as déjà en partie répondu à la première question que je voulais te poser, puisque la première question, tu sais que c'est est-ce que le tricot est ta première activité dans ta vie de femme de loisirs créatif. Donc tu as en partie répondu, puisque tu nous as dit que c'était le tricot plus le canevas. Alors, Ouais, ça m'avait plu. Alors, c'est toujours compliqué à cet âge-là de finir un projet. J'en faisais des petits, j'avais appris aussi le point compté, le crochet avec la sœur de mon grand-père, donc ma grand-tante, ouais. et le tricot, tout ça pendant les vacances d'été, pendant les vacances de Pâques, on apprenait ce genre de choses chez les grands-parents. C'est super. Hein. Et alors, pourquoi finalement tu as choisi de rester aussi dans le tricot? Parce que j'imagine que le canevas, tu en fais plus. Non, le canevas, j'en fais plus. J'ai fini un projet sur l'intégralité de ma vie de canevas. Et puis ça reste désuet. Maintenant, c'est un peu comme le point de croix. On retrouve des projets qui sont un peu plus fun. Oui. Mais à l'époque, c'était quand même les poules beaux. Je sais pas si t'as la ref. Donc, à mettre dans un intérieur, c'est pas facile quand même. Et ça collait pas trop avec mon style de l'époque, donc j'ai arrêté. Quitte à en retrouver plus tard, tu sais, rien ne s'arrête vraiment. Et alors aussi, au niveau du canevas, parce que j'avais ça dans ma famille, je trouve que monter en coussin, c'était déjà, tu sais, avec avec le dos en genre, avec un velours tout doux là, et puis un passe-poil autour, ça peut être... et je pense que ça va revenir, tu vas voir. Ouais. Et moi, je sais que peut-être un jour, je m'en ferai un comme ça, un petit repose-pied, un tout petit siège carré tout bas, là, en repose-pied, avec des petites fleurs. Oui. C'est très kitsch aussi, mais ça peut être très sympa. Exactement, exactement. Mais le canevas, on va y revenir, tu vas voir. Ouais. Je pense, ouais. Alors, est-ce que le tricot t'amène à développer ton sens manuel? Ou bon, de toute façon, apparemment, tu as l'air d'être manuel à la base. C'est inné chez toi. Oui. Le tricot, ça contribue aussi à te faire, comment dire, développer, c'est ça, ton esprit créatif. Est-ce que tu vas avoir envie de faire des choses à ta sauce? Est-ce que tu suis vraiment à chaque fois le patron? Est-ce que tu vas, toi, plutôt bidouiller et arranger Alors, je suis pas créatrice dans l'âme, je suis pas artiste dans l'âme, clairement. C'est pas un truc qui me vient. Enfin, j'entends dans la création d'un patron ce genre de choses. Hein. J'en ai fait un, ça m'a fait plaisir, mais sans plus. C'était des chaussettes, donc ça va. Hein. Tu prends un pattern dans un livre, tu mets sur ton recette de chaussettes, voilà quoi. Et donc la créativité, c'est pas forcément comme ça. Enfin voilà, c'est pas moi ce que j'aime, c'est vraiment répéter quelque chose que quelqu'un a créé. Il y a tellement de choses dans ma bibliothèque Ravelry que je me dis j'ai pas le temps de créer quelque chose. Il y a trop de trucs qui me font envie. Oui, ou alors c'est la frustration. Ou alors c'est la frustration. Comment? Ou alors c'est la frustration. Oui, voilà. C'est la frustration de pas faire ce que tu as envie de faire à côté. Enfin voilà. Moi c'est pas un besoin que j'ai. Après quand je suis un peu étourdie, je suis pas toujours très bien le patron. Ouais. Et du coup, parfois, je me retrouve avec des petits trucs qui collent pas. Donc, on va dire que la créativité, elle va travailler sur l'arrangement du patron pour que ça rentre, parce que j'aime pas défaire. donc, je vais trouver un truc pour faire caler le patron comme il faut, parce que non. Tu vas bidouiller, ce qu'on appelle. Voilà. Voilà. Et sinon, ça veut dire aussi que tu as quand même un certain niveau parce que tu es en partie autonome. Tu peux retomber sur tes pattes face à une difficulté, face à quelque chose qui justement n'était pas noté dans le patron. Donc ça, c'est top. C'est ça. Ouais. Comme dirait, je regarde beaucoup Yarn Fleck, je l'ai suivi longtemps sur Patreon et elle parle de savoir lire son patron. Et c'est vrai que pour ça, j'ai pas de problème pour lire le patron. Je tricote sans regarder. Du jersey ou même des côtes simples, j'ai pas besoin de regarder. Donc je sais le lire au toucher finalement mon patron, mon tricot moi. Donc
Alors, Donc, oui, je fais des deux. et alors de ce fait, tu lis des livres en même temps que tu tricotes, toi? Ah, Ouais. ça c'est le niveau ultime du bonheur total. C'est ça. Et en combien de temps tu as réussi ça? Je sais pas, assez rapidement parce que je te dis, moi j'ai appris le tricot, j'avais 6-8 ans, où il y a eu des pauses entre-temps, et j'ai vraiment repris à haute dose, entre guillemets, avant la naissance de ma fille, il y a 13 ans. Donc ça fait 13 ans que je suis à peu près régulière en tricot. Et je pense que oui, ça fait longtemps maintenant que je tricote sans regarder. Même enfant, je crois que j'arrivais à tricoter sans regarder. Il y avait des trous à l'époque. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait assez rapidement d'enregistrer les mouvements. J'enregistre beaucoup les mouvements, moins le visuel, mais beaucoup les mouvements, moi. Alors, tu as fait toutes les layettes de tes enfants? Alors, pas toutes, parce que je suis particulièrement, comment on dit, j'aime faire pour moi, beaucoup pour moi, très peu pour les autres. Le tricot égoïste, ce qu'on appelle. Voilà, exactement. Je suis très tricot égoïste, donc j'en ai fait pour ma fille un peu plus. Je lui avais fait 4-5 vêtements, mais comme j'avais ma mère et ma belle-mère qui adoraient tricoter pour mes enfants, finalement, je ne me suis pas trop embêtée. J'ai beaucoup tricoté pour moi. Ça tombait voilà. Mais je leur en ai fait un petit peu, mais c'est vrai que c'était pas, même si c'est rapide à faire, c'est pas le truc qui me fait kiffer. Et est-ce que tu as pu récupérer la layette des grands pour les plus petits, etc. Ou est-ce que c'était usé et... Non, tu as pu... Non, c'était surtout jusqu'à 1 à 2 ans. Attends, il a quel âge là? Mon petit qui a bientôt 6 ans, il porte un pull que j'ai fait à mon grand qui lui a 11 ans et qu'il a beaucoup porté entre 6 et 8 et le petit continue à le porter, c'était du coton et ça n'a pas bougé. Et alors, donc pour les enfants, toi, tu es plutôt coton ou plutôt acrylique ou plutôt laine? Quelle était un petit peu ta... Alors, quand j'avais fait pour ma fille, c'était beaucoup de fil d'art, donc je devais avoir beaucoup d'acrylique, avec un petit peu de laine. Du coton pour les... Ouais, j'avais fait pas mal de trucs en coton. Pour les vêtements de baptême, j'avais fait de la laine. Ouais. Et c'est vrai que là, mon grand me demande un pull, je vais lui faire en acrylique, clairement, vu comment il prend soin de ses vêtements. Je vais pas partir sur de la 100% laine parce que je vais m'arracher les cheveux pour les laver. C'est sûr. Bon, en tout cas, ça veut dire que des layettes, ça a passé 4 enfants. Donc, c'est quand même des bonnes qualités. Ça, c'est intéressant. Parce c'est vrai que j'aborde pas souvent le sujet de la layette parce que je suis pas du tout là-dedans, mais je pense que dans l'assistance, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet. Donc, c'est très bien que tu nous le dises. Intéressant. Alors, combien d'heures tu tricotes par jour à peu près, Pauline? Dans les 3 heures, à peu près. À peu près 3 heures, en général, au moins 2 heures le soir après le repas, quand tout le monde est couché. Voilà, justement, j'avais posé la question, quelle était ta routine tricot? Eh ben, c'est ça. C'est vraiment tricot. C'est en général après le repas, quand tout le monde est couché, que je suis posée dans mon canapé avec soit de la musique, soit un podcast, soit un film. Et puis là, ça y va. Et puis dès que j'ai un peu de temps dans la journée, je vais tricoter plutôt des chaussettes là. Voilà. Dans la journée, c'est plutôt tricot chaussettes, tricot rapide. Je fais une stamina en ce moment, donc j'essaye de la reprendre et je tricote ça la journée et puis les pulls le soir. D'accord. Et tu n'as pas de douleur pour l'instant quand tu fais le tricot? Ça t'occasionne pas de douleur dans les épaules, non, ou dans les pas poignets? dans les épaules. J'ai une douleur quand je fais le ménage, donc je pense que je vais arrêter. Ça, c'est ce que j'avais remarqué, c'est que tu as beaucoup d'humour. Et c'est très agréable. Est-ce que tu as pensé à professionnaliser ta passion pour les loisirs créatifs ou alors peut-être au moins pour le tricot? Alors pour le tricot, pas du tout, parce que justement, je suis pas créatrice, donc j'aime réaliser et en plus je suis complètement, j'aime tricoter pour moi que pour moi, donc ces deux choses font que c'est impossible. Je veux pas te créer le patron et je veux tricoter que pour moi. Comment veux-tu vendre quelque chose? Et j'avais pensé, ça m'est venu en tête des fois quand je teins de la fibre ou quand je teins de la laine, ce genre de choses, mais je pense que j'aurais pas
courage d'être entrepreneuse. C'est trop de travail, je préfère que ce soit une activité annexe et que ça m'apporte du plaisir plutôt que ça devienne une contrainte. C'est bien, c'est bien. J'entends bien ce que tu dis là, ça me parle bien, ça. Est-ce que le tricot n'a pas de rapport avec ton activité professionnelle de ce jour ou passé? Ça, non. Et alors, est-ce que tu préfères offrir quelque chose que tu as fait toi-même? Parce que tu fais de la cousette aussi pas mal, toi. Hein? Ouais, je couds. Là, ça, c'est moi qui l'ai fait, là, le petit top que je porte. Podcast, ça. Et puis oui, je couds pas mal, je brode, je fais plein de trucs. Je sais pas. Et alors, tu aimes offrir quand même ce que tu fais? Oui, en général à Noël, de plus en plus, j'offre au minimum une chose faite main par personne, et en plus, s'ils veulent un truc à côté, je peux leur offrir ce qu'ils veulent. Mais maintenant, ils sont habitués. En général, je fais 2-3 paires de chaussettes à Noël. J'ai fait un châle à ma belle-mère. Mon beau-frère, il voulait une nappe pour sa table. Voilà, tout ça. En général, maintenant, mon mari, il a fait des couteaux pour Noël. Donc là, cette année, c'était 100% fait main pour toute notre famille. Et parce qu'il est coutelier, ton mari? Il est forgeron amateur. Super. Donc voilà, ouais, on aime bien. Enfin, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment d'offrir quelque chose fait main par au moins une fois par an, pas forcément à Noël pour l'anniversaire ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a un vrai investissement dans le cadeau. On y passe du temps et pour les loisirs créatifs, le temps c'est précieux. Donc c'est vrai que j'aime bien offrir des choses faites main. Et alors pour toi-même, qu'est-ce que tu préfères qu'on t'offre quelque chose qu'on a préparé de ses petites mains ou plutôt quelque chose qu'on est allé acheter dans le commerce? Quand on est capable de faire de ses mains, j'adore quand on fait quelque chose. Un, deux, trois. Je comprends l'investissement qui est de faire un cadeau fait main. Voilà. Uh-huh. Donc c'est toujours super. Après, si on n'est pas capable de faire de ses mains, je sais que mes sœurs, elles sont pas super manuelles, elles m'achètent des choses et ça me fait très plaisir. Mais cette année, mon mari m'a fait une barrette à cheveux et c'était une surprise et c'était super. Enfin, c'est une belle surprise, quoi. C'est toujours des belles surprises. On y a mis son cœur, quoi, quand on fait avec ses mains. Alors, est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil ou pour toi, c'est vraiment à part entière, le tricot, c'est le tricot? Du coup, je file ma laine et j'en suis venue à filer ma laine et je teins un petit peu. J'en suis venue par rapport au prix de la matière première. Parce que j'aime la laine 100% laine, entre guillemets. La plupart du temps, je tricote très peu d'acrylique. Et c'est vrai que de la laine de teinturière, ça coûte très cher. Donc, j'ai vu que la fibre de teinturière coûtait moins cher. Et puis, la beauté de faire son propre fil, c'est juste magique. Et c'est très relaxant aussi. Donc, tout fait que. Donc, pour moi, la laine fait partie d'un ensemble global de loisirs créatifs qui se retrouve dans. J'ai un coussin en laine. Enfin voilà, on peut intégrer la laine dans plein de choses et le tricot aussi. Donc, pour moi, c'est un ensemble global qui est relié avec plein de possibilités. Et alors, tu files au rouet électrique, manuel, avec la pédale ou alors avec le fuseau? Quel est ton outil de filage? J'ai commencé au fuseau, mais c'était trop long. C'était beaucoup trop long. J'avais fait, je crois, 20 grammes en un mois en y passant beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, le jour où je vais me faire un pull, je vais y passer 3 ans, ça va pas le faire. Donc, mon beau-père m'a créé un rouet électrique en imprimante 3D. Ah ouais. Et donc, je me suis entraînée un petit peu là-dessus. À poser sur table, c'est ça? À poser sur une table, ouais. Ouais. Tu branches sur une prise et puis c'est avec un bouton. En parallèle, on s'était acheté un petit rouet électrique aussi qui venait des États-Unis. Mais tout petit, le truc de poche, en fait, il fait cette taille-là, quoi. Vraiment. Et du coup, j'ai aussi un peu appris là-dessus, mais comme j'aime bien les trucs un peu vintage, les trucs un peu vieux,
les trucs qui marchent sans électricité aussi. Je me suis fait offrir à mon anniversaire un rouet à pédales. Et c'est celui que j'utilise le plus finalement. Et alors, quelle marque tu as, si ça t'embête pas de le dire, parce que souvent, il y a des personnes qui ont envie de s'équiper et c'est un petit peu toujours pareil, on ne sait pas vers quelle marque aller, parce qu'il y a quand même, il y en a un ou deux, il y a 2 leaders, je crois, 2-3 leaders. Il y a trois marques vraiment leaders. Il y a Louette, mais qui est une marque hollandaise, je crois, et qui est pas simple à prendre en main, parce que je crois que c'est c'est de la tension écossaise et c'est pas facile à prendre en main. Parce donc que celle-là, je la déconseille. Écossaise. En fait, il y a 2 manières d'enrouler son fil autour de sa bobine de fil quand tu files. Il y en a une où tu freines la bobine, du coup elle va moins vite. Et ça, c'est la tension écossaise, je crois. Je suis plus sûre exactement. Et il y en a une, c'est la tension irlandaise. Et c'est plus simple, en fait, tu as une courroie qui entraîne la roue, et puis tu as une autre courroie qui va entraîner la bobine, et ça va les décaler un petit peu. C'est un peu complexe, mais en tout cas, ça, c'est plus facile. Et moi, j'ai un Kiwi 3 d'Ashford. Ah, voilà, c'est ça, c'est cette marque Ashford, là. Ashford. Et il y a aussi Chromsky qui en fait un qui ressemble à peu près et qui est a priori un peu mieux, mais il est beaucoup plus cher. Donc, qualité-prix, le Kiwi 3 pour apprendre, la plupart des gens vont dessus, en fait. Surtout qu'il se plie, je crois, il est assez facile pour prend pas de place contre un mur ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quand même assez sympa. Et après, il y a celui vraiment aussi l'électrique de cette marque-là qui va sur table. Hein, qui fait, je sais pas, 30 cm sur 20, un truc comme ça. Il est pas très, très grand. Hein. Il fait la taille d'un livre, en fait, à peu près. C'est top. Oui, mais alors après, il y a le côté filage. Ça, c'est hyper relaxant. Mais après, il faut tous la redébobiner pour retordre la laine. Alors, du coup, tu redébobines pas parce que tu vas faire deux bobines en général. On va dire pour un fil avec 2 brins, celui qu'on fait en général en filage. Tu vas faire 2 bobines de 50 grammes à peu près. Tu vas les mettre sur un petit outil sur lequel tu plantes tes bobines. Oui. Et tu vas effectivement les retordre. Mais le retord est beaucoup plus rapide que le bobinage parce que tu as moins de mouvements à faire. En fait, il faut juste que tu laisses le fil avancer à son rythme pour qu'il s'enroule l'un avec l'autre. Et après, tu as fait ta bobine. Donc, tu as fait ton fil. Il est utilisable. Une fois que tu l'as mis en écheveau et lavé un peu pour qu'il se détende. Oui, il faut quand même que tu te le mettes en écheveau aussi. Et puis que tu Oui, mais c'est pareil, c'est un petit outil. Mais la mise en écheveau, ça prend... bien énervé, de la fingering, ça te prend 20 minutes. Hein. Et alors, l'outil, là, tu sais, comment tu as le membrin. L'outil, voilà, le membrin. Est-ce que tu as le vrai ou est-ce que tu l'as bidouillé avec, tu sais, j'avais vu qu'on faisait ça avec des tubes de plomberie. Hein, oui, de plomberie. Là. Alors non, j'ai pas tenté la plomberie parce que en fait, l'avantage du mandrin acheté, c'est qu'il a une forme un peu, comment on dit ? Un chapeau de gendarme un peu. Oui, voilà, exactement. Chapeau de gendarme. Et il y a un côté qui remonte pour bloquer ta laine et il y a un côté qui est vers le bas pour pouvoir l'enlever facilement. D'accord. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas sur tes tuyaux. Et du coup, c'est moins facile. Et ça coûte pas excessivement cher. Je crois que tu en as pour 15 € sur un truc quand tu files un peu. Oui, ça vite stabilisé. Et puis aussi, tu as, du coup, ça te donne la distance, hein, puisque chaque mandrin a sa taille en fait, qui t'est fournie en même temps que tu l'achètes finalement. Ouais. Et du coup, ça aide aussi à savoir quelle est ta qualité de fil, parce que tu peux savoir selon la longueur, mais faut savoir qu'un fil filet main est beaucoup moins, il est plus dense qu'un fil du commerce. Donc, si tu veux faire de la fingering, tu n'auras jamais 400 mètres. Tu auras 350, 300, hein, tu vois, tu perds facilement 100 mètres. Donc, c'est vrai que ça t'aide de savoir quelle est la quantité de fil que tu as si tu veux faire un projet avec, tout simplement. Et c'est une chose qu'avec le fait main, je ne serais pas très sûre de mes calculs. Et alors là, tu en fais quand même pas mal maintenant ? Tu files beaucoup ? Ça dépend des fois. J'essaye de me donner au minimum un projet par an, on va dire, d'envergure pour me motiver à en faire. Là, justement, j'ai ma Stamina qui est une couverture de Camille Descoteaux, je crois bien, oui. Que j'ai décidé de faire uniquement en filet main.
Donc elle avait créé ce modèle avec 24 mini de 20 grammes et moi je la fais avec du coup 24 grammes de fibres, de 24 fois 50 grammes de fibres, c'est mieux. Donc il faut, pour bien faire, et je suis pas très à jour, il faudrait que je file deux fois 100 grammes par mois, quoi, pour ensuite les tricoter. Et, je suis pas très à jour, mais j'en fais, oui, je file 100, ouais, si, je peux filer 100 grammes par mois quand même. Oui, donc tu es quand même régulière, tu arrives à avoir aussi maintenant une espèce de geste qui va être fluide, tu te poses plus trop la question. Non, puis j'ai une taille de fil que je fais automatiquement sans réfléchir finalement. Je sais que je file en sport. Ah, voilà. Si je fais, sans réfléchir, quoi, si je fais pas attention, je peux filer en plus, je peux filer en moins, mais ma taille où je suis bien, quoi, où je peux regarder quelque chose en même temps, parler aux enfants, faire un autre truc, ça va être en sport. Donc à partir de là, c'est vrai que ça se fait bien, quoi. Et alors, est-ce que tu as poussé le vice à aller récupérer une toison pour vraiment faire le travail de A à Z? Parce qu'autour de moi, je te pose la question parce qu'autour de moi, j'ai une petite tricopine qui fait ça depuis quelques temps. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je pourrais rajouter ça à Pauline parce que j'aimerais bien savoir si tu as poussé le vice jusque-là, parce que c'est un sacré boulot. Ouais, alors j'ai essayé, mais c'était en fait un jour en allant chez mon maraîcher. Il y avait un petit peu, je voyais que son mouton, il avait quelques moutons et j'ai vu que ces moutons, ils étaient tout, ils avaient été tondus, quoi. Je fais, oh tiens, vous avez tondu les moutons, vous avez peut-être un peu de laine à me donner puisque je file. Il me dit oui, mais par contre, ils ont été tondus hier ou avant-hier et la laine, elle est par terre, quoi. Je fais bon, de toute façon, je sais pas faire, donc quitte à on va prendre, on verra. Et ça s'est arrêté au lavage. J'ai jamais réussi à la laver. En fait, je l'ai feutrée. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Et je crois que je l'avais pré-trié un petit peu, mais enfin, c'était pas ouf. Et ça m'a arrêté parce que, encore une fois, c'est énormément de travail. C'est fou. C'est fou. Et sans savoir faire, je pense que à faire avec quelqu'un qui t'apprend. Je sais que Artinana, qui est dans le Maine-et-Loire, elle le fait. Elle vend de la toison qu'elle fait. Et à la limite, pourquoi pas apprendre avec elle, avec une toison potable à la base, parce qu'il y a des parties du mouton, je l'ai appris plus tard ça, il y a des parties du mouton que tu peux prendre en filage et d'autres que de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien faire avec. Ah, intéressant, je savais pas, tu vois. Et du coup, quand tu prends au pif des bouts de toison qui traînent, tu peux pas savoir d'où ça vient, donc c'est pas terrible, quoi. Et du coup, voilà, j'ai essayé, je suis pas sûre de recommencer, ou alors avec quelqu'un qui m'apprend sur 2-3 jours de stage, ce genre de choses, pourquoi pas, mais pas toute seule, je ferai plus toute seule. Et le filage, tu as fait la formation un petit peu de filage ou tu t'es mis toute seule? J'ai fait une formation de filage. Non, j'ai fait toute seule, j'ai regardé des vidéos pour le fuseau de Anna de Lana et Tricot. Oui. Et j'avais pris une formation en ligne anglaise pour le rouet que j'avais suivi, qui était très très claire, mais alors je crois qu'elle n'existe plus maintenant. L'entreprise a fermé. et voilà. Et après, alors pour la teinture, tu fais de la teinture comment, toi, à l'acide ou de la teinture végétale ou comment? À l'acide. Encore une fois, le végétal, trop de travail. En plus, j'ai pas la main verte et les plantes, j'aime bien un peu chez moi, mais voilà. Je sais jamais trop quelles plantes j'ai à la maison, quoi. C'est des trucs, j'arrive à les faire survivre, c'est déjà très bien. Et donc voilà, les plantes j'aime bien, mais pas trop près. Donc je suis partie sur l'acide et c'est du Green Earthshed que j'utilise. Okay. Et tu vois, je teins pas beaucoup parce que ça doit faire une dizaine d'années que j'ai acheté des petits sachets de 5 grammes, de 10 grammes Green Earthshed. J'ai dû en racheter une fois. Et voilà. Mais c'est très bien parce que je l'avais acheté chez Lily Neige. Ah oui, Lily Neige. Et j'avais acheté aussi un petit cahier qui explique comment faire avec différentes déclinaisons de couleurs, tout ça. Et ça se fait très bien une fois que tu as lu le petit cahier. Et pour la cuisson, tout ça, t'as pas eu de soucis, t'as rien flingué, tout s'est bien passé? Une fois j'ai flingué, c'était de la fibre. Donc la laine, jamais j'ai eu de problème. Et c'était pas que du superwash. Mais une fois une fibre, c'était vraiment une fibre très très rustique.
Ouais. Et je l'ai chauffé trop, je l'ai trop tourné, mais je l'ai quand même sauvé. Je l'ai peigné avec des cardamins et je l'ai filé. Je l'ai utilisé même. Alors bon, on est bien. Tenace, c'est bien. Ah, on gâche pas. Alors, comment les personnes de ton entourage perçoivent, bon, évidemment, ta passion pour le tricot, mais aussi pour les loisirs créatifs? Est-ce que ça leur plaît ou est-ce qu'ils te chambrent en te disant, putain, mais qu'est-ce que tu nous saoules avec tes trucs là tout le temps? Qu'est-ce que tu es allé encore nous inventer? Ça leur plaît ou qu'est-ce qu'ils en pensent autour de toi? La famille proche, donc mon mari, mes enfants, ils sont contents et ils s'en fichent un peu, tant que je les embête pas. Enfin, mon mari est très content parce qu'il a des chaussettes, des pulls, lui, il est ravi. Et puis, comme il me voit faire, il sait l'engagement que ça prend aussi. Donc voilà. Les enfants, ils s'en fichent un peu, même s'ils sont contents quand ils ont des chaussettes aussi. Voilà. Mes sœurs, j'ai réussi à les mettre un petit peu au loisir créatif. Mais surtout, ce qui les fait rire et pour lesquels elles me chambrent tout le temps, c'est que j'ai toujours quelque chose à la main. Je ne peux pas m'arrêter. Si je fais pas la cuisine, si je m'occupe pas des enfants, si je fais pas le ménage, j'ai un tricot, une broderie, un truc. Donc à chaque fois, elles sont là, mais t'arrêtes jamais, en fait. Mais en fait, tricoter, c'est ma manière de m'arrêter. Donc, et puis c'est pareil. En fait, tout le monde est assez content, parce que je leur fais profiter de mes créations en général. Elles ont au minimum des paires de chaussettes. Ça va, c'est rapide à faire. Et j'ai jamais eu de regard négatif, même dans la rue ou dans les cafés quand on tricote. C'est toujours bien pris. Quand je vais dans le parc avec les enfants et que je tricote, il y a des gens qui s'arrêtent, qui papotent. Non, j'ai pas. Et puis le regard des autres ne m'est pas trop important. Donc tu arrives à faire le tricot en public, ça te pose pas de soucis? Non. Le seul souci que je vais avoir, ça va être la praticité du truc. Donc là, je tricote du mohair et du fingering. C'est pas celui que je vais trimballer en extérieur. Mais ouais, les chaussettes, des triangles de stamina, tout ça, oui, il n'y a pas de problème. Je peux tricoter en public. D'autant si c'est des gens que je connais pas. La question. Ça fait pas très longtemps que je connais le terme de musling. Ouais. Ça fait quand même 3-4 ans, mais par rapport à mes années de tricot, c'est pas bien vieux, quoi. Non, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Hein. Non. Donc maintenant, c'est vrai que j'aime bien voir cette petite phrase dans mes achats de laine. Hein. Après, j'utilise très très peu d'acrylique. Je n'ai pas acheté d'acrylique depuis 6-7 ans. J'ai des stocks d'acrylique qui sont encore là et que j'utilise assez peu parce que j'aime mieux tricoter pour moi et moi j'aime mieux les belles laines entre guillemets. Et du fait que je file, ça m'a d'autant plus donné envie d'utiliser de la vraie laine entre guillemets. Et encore plus, j'essaye maintenant dans mes achats, sauf certains projets, d'aller sur autre chose que du mérinos. J'essaye aussi de faire attention à la provenance. Justement, mes encore laines, ils ont pas mal de moutons qui viennent pas d'autre bout du monde. Voilà. J'essaye de voir d'où viennent éventuellement C'est vrai que le mérinos, il y en a très peu par chez nous. Donc la Manchelopi, elle vient du Portugal, je crois, de Wool Dreamer. Il y a aussi pas mal de laine chez Lana et Tricot qui viennent du Portugal, donc c'est quand même pas si loin. C'est du mérinos, c'est doux, mais ça vient pas de si loin. J'essaye un petit peu de faire attention. Après, là, tu vois, je vais faire d'ici à la fin de l'année, je vais démarrer une robe en tricot. Je fais 1m77, c'est de la sport et mohair. Bon, je l'ai acheté chez Hobby, hein, parce que bon, à un moment, on peut pas non plus, voilà, le budget n'est pas extensible, mais j'essaye de regarder, j'essaye de faire attention, j'essaye de privilégier aussi Hélène, deux teinturières ou au moins, que je connais. Il y a pas mal de laines très abordables, un peu rustiques, qui viennent d'Europe de l'Est et qui sont très très abordables, qui piquent pas et qui sont pas mal. C'est là où il faut se poser la question sur la provenance et puis comment elle a été récupérée par rapport aux animaux. C'est ça. Mais après, j'évite aussi, j'essaye d'éviter le superwash, oui, c'est ça, c'est le mot.
Parce que je trouve la texture de la laine plus agréable finalement quand c'est pas superwash. Ça agrippe plus et plus. Enfin voilà, moi j'ai développé ce goût. Il y a plus de tenue. Voilà, j'ai développé le goût de la laine un peu plus rêche, un peu moins douce, même si tricoter du yak, ça me dérange pas du tout. Ah bon? Oui. Alors, quel est ton point de vue aussi sur le fait d'amasser un petit peu, d'avoir des stocks de laine? Bon, bah, tu disais aussi de tissu, par exemple. On a l'impression, j'ai l'impression aussi que on passe souvent, surtout là, quand ce que tu disais il y a quelques minutes, et ça représente bien ça. J'ai l'impression que souvent on a une espèce de phase euphorique. Hein? Alors toi, tu as employé le mot de boulimique, mais on dirait un peu comme si c'était, tu sais, on a 2 ans, c'est Noël, on a envie de tout, on achète tout, puis après, au fur et à mesure, ça se pose, et puis on se dit, bah tiens, on va utiliser ce qu'on a, nanana. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça chez toi. Exactement, c'est vraiment ça. J'ai eu la découverte de Ravelry et des teinturières indépendantes, où là, c'était de la folie, quoi. Et puis des laines qui sont pas de chez Findar, en fait. On était très Findar dans la famille, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas agréables à tricoter au toucher, justement. Et c'est vrai que découvrir toute cette magnificence des laines, cette quantité, cette différence de type de laine, ça m'a complètement écarquillé les yeux. J'avais des paillettes dans les yeux et je voulais tout tester, en fait. Et quitte à en acheter plus que je ne pouvais tricoter dans l'année, largement. Et puis, bah, c'est vrai que si on va dans un salon, on a envie de découvrir un petit peu une laine d'autres personnes. Donc tout ça a fait que j'ai eu un bon stock de laine pour lequel je savais pas comment l'utiliser finalement. Parce qu'à un moment, elle est tellement belle, tu te dis, il faut que je trouve le projet parfait. Et puis au début, quand tu achètes, moi, ça m'a fait ça. J'achetais avec un projet en tête, mais pas forcément la bonne laine. Ah oui. Parce que tu connais pas bien au début la fingering, la sport, la machin, t'as pas ou la laine non retordue, 4 brins, 3 brins, enfin tu vois, c'est pas aisé. Et du coup, bah, j'avais des trucs, je me lançais pas parce que je me disais, je pense qu'il y a une erreur dans ce que j'ai acheté, et puis bah ça fait que tu fais autre chose parce que tu fais autre chose, machin, et ça reste là. Et maintenant, avec la connaissance que j'ai accumulée avec les années, je peux réutiliser ces combos en ajoutant autre chose, et voilà. Et du coup, maintenant, effectivement, outre le fait que la maison ne va pas grandir, et qu'à un moment, il faut utiliser ce que tu as, parce qu'on peut pas remplir la maison de laine, les enfants, ils vont pas être contents. Et du coup, oui, je suis plus dans cette réflexion maintenant de j'ai ça, je veux tricoter ça. Et après, si j'ai pas, bon, qu'est-ce que je dois rajouter, ou voilà. Donc là, maintenant, tu es au niveau de, tu as l'achat raisonné. Ouais. Et puis, je te dis, comme j'organise mes tricots, j'essaye maintenant, là, depuis quelques temps, d'organiser mes tricots sur une année. Et ben, si j'ai une envie, un craquage ou quoi que ce soit, je sais que pour le tricot que j'ai envie de faire l'année prochaine, en septembre, par exemple, j'ai pas vraiment la laine qu'il faudrait. Bon, bah, si je veux craquer, je vais aller craquer sur cette laine-là, précisément pour ce projet-là. Alors, Pauline, quel est le déclic qui va faire que tu vas castonner un projet? Ça, c'est vraiment très important parce que je voudrais savoir exactement quel est ce moment qui va te donner envie de castonner un projet. Est-ce que c'est parce que tu en as marre d'être sur le projet actuel, là, tu en as un, puis tu en as ras-le-bol parce que c'est compliqué, c'est de la dentelle. Est-ce que c'est parce que tu as vu passer quelque chose? Est-ce que c'est parce que tu as rencontré une tricopine qui a un pull et puis là, vraiment, tu veux… tu vois, est-ce que tu arrives à nous dire exactement ce moment précis où tu vas vraiment prendre les aiguilles, la laine et castonner, monter tes premières mailles pour le projet? Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Il va y avoir le gros problème des cales chaussettes. C'est un problème. Les cales mystères.
j'ai beaucoup de mal à résister aux cales mystères, que ce soit chaussettes ou même châle un peu moins, mais les cales mystères, quand c'est une créatrice que j'aime et que c'est un projet qui est cadré dans le temps, en général, il est castonné en même temps que le début du cal. Là, tu vois, là, aujourd'hui, je vais surveiller mes emails, mais normalement, aujourd'hui, on va recevoir un email de Imagine Landscape, qui est Sarah Shira et qui fait des gnomes. Oui. Voilà. Et alors ça fait maintenant 3 ans, je crois bien 3 ans, que je fais tous ces cales mystères. Donc là, Donc, bientôt, tu as tous les gnomes, alors. Tu as tous les gnomes. J'ai tous les gnomes depuis 3 ans. Ceux d'avant, je les ai pas. Mais ouais, je les ai tous là. Ils ont leur petit village de gnomes dans mon salon. Et puis, ils sont là. Et donc ça, voilà, il y a des cales mystères, je peux pas y échapper. C'est pareil, t'as le col mystère d'Audrey Borrego en août-septembre. Lui, en général, il y passe. Voilà. Après, il y a donc je te dis, j'essaye d'organiser mes tricots, mes castones. Donc j'essaye là depuis 2 mois, je crois, 2-3 mois, de me faire une grosse pièce par mois. J'y arrive pas, c'est pas grave. Mais j'ai calé ça sur mon Ravelry. Et donc, je vais le castonner en début de mois ou quand j'ai fini l'autre. Voilà. Sinon, là, par exemple, on va castonner... Il y a un cal qui est organisé avec de fil en mène, qui est le tricoté d'Angers. Et c'est un cal... comment ça s'appelle ? Top d'été. Ouais. Top ou t-shirt d'été. Elle le commence demain. Oui, mardi, demain, parce que c'est la date. Moi, je vais rencontrer une autre amie avec qui je vais, on va tricoter le même modèle. Je vais le monter du coup vendredi ou samedi. Je vais monter. Donc, dans le cadre de ce cas, je vais monter samedi et ce sera mon projet du mois. Donc, j'essaye de cumuler tout ça. Je trouve, hein. Il y a quand même une sacrée organisation chez toi, je trouve, hein. Ah, j'essaye. J'essaye de m'organiser. J'aime bien en fait. Tu vois, tous les lundis quand je fais mon vlog, je dis cette semaine j'ai envie de faire ça. J'y arrive pas forcément. Mais ça me permet de me guider sur la semaine, en fait. Sinon, ce serait Beyrouth, hein, il y en aurait partout. Mais tu vois, en octobre dernier, là, j'ai eu une castonnite aiguë. Et c'est des projets que j'ai toujours pas fini. Parce qu'en fait, j'en ai monté trop d'un coup. Ouais. Et il me faisait plus envie. Il y en a un qui marchait pas. Enfin, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Ils reviendront. Il y en a un, je l'ai monté le 6 décembre 2021, je crois, ou 2022. 2021. Il est toujours là, toujours pas fini. Mais je fais 2-3 rangs de temps en temps, tous les mois à peu près, je lui fais un rang. Il finira bien par avancer. Donc voilà, ouais. Ceux qui sont oubliés en général, ils restent longtemps dans l'oublié, mais j'arrive finalement à les finir, même si c'est 2-3 ans après. Je suis grande maintenant, a priori, je change pas de corps trop. Donc bon, c'est pas très grave. Mais voilà. Et alors, est-ce que l'influence du feed Instagram a de l'emprise sur toi, ou plutôt le YouTube, ou plutôt dans la vie réelle de personnes que tu vas rencontrer lors d'un tricoté? Est-ce que ça va avoir de l'influence aussi quant au fait de castonner un projet? Le feed Instagram et YouTube plus, pas trop la vie réelle, parce que finalement, en tricoté, c'est des trucs que j'ai déjà vus. Enfin, les trucs que tricotent les filles, c'est souvent des trucs que j'ai déjà vus sur Instagram parce qu'on se suit mutuellement, tout ça. Donc finalement, je les ai déjà vus. Donc c'est pas l'effet de les voir en vrai qui me fait waouh, voilà. Parce que j'ai quelques créatrices chouchous et pour lesquelles en général, quand je vois leur feed, je suis là, j'aimerais bien le faire celui-là. Et alors, tu nous dis qui c'est ou pas? Non, maintenant je suis moins dans l'impulsivité, oui, c'est ça. Mais tu peux dire qui sont les chouchous? Je peux dire qui c'est, oui. Audrey Borrego. Ouais. Ça clairement, Audrey Borrego, en général, elle sort un truc, j'ai envie de le faire. Mais je me dis calme-toi parce que j'ai déjà, je pense, 80%, voire 90% de ce qu'a fait Audrey Borrego dans mon Ravelry. Donc c'est Yarnflex, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Yarnflex. J'ai mince. J'en ai une, mais j'ai plus son nom et elle n'est pas très connue. Et j'ai pas, si, j'ai mon téléphone, mais il est là, donc je peux pas te le dire.
Parce que moi, c'est des pas très connus que j'aime bien, justement, que j'aime bien dans Bah ouais. qu'on parle. Attends, si je sors mon livre de tricot, je peux te dire ça. Mon livre de... Vas-y, ça, c'est intéressant. J'aime bien les pas connus. Hop. Ça, c'est mes cahiers de patron que j'ai envie de faire. C'est que du tricot. Ça, t'imprimes tout en plus, toi. Hein. Bah, alors, je me dis que si je les imprime pas, je les ferai pas, en fait. Donc, on a... ah, voilà. Fabel Knitwear. Je sais pas si tu vas voir, du coup, avec le... Alors, waouh, magnifique, hein. Fabel. Elle a beaucoup de patrons très originaux, un peu vintage. Oui. Et par contre, ça coûte un bras. Mais voilà, donc ça. Et une dernière que j'ai découvert, c'est Anna. Moi, je ne vois pas. Anna Zvojva. Oui. Alors, Et ça, elle, j'ai parlé, elle m'en parle, les filles, je crois que c'est ça. ça fait pas très longtemps qu'elle fait des patrons. Ah non. Et elle fait des trucs assez cropped qui vont bien sur les robes. Ah oui. Beaucoup en laine rustique. Et ça, c'est mes 3 chouchoutes. C'est mes 3 chouchoutes. Après, j'ai aussi Longue avec Anna pour qui j'ai pas mal de patrons. Et Folie ordinaire. D'accord. Voilà, c'est mes préférés, c'est ceux vers qui je vais vraiment aller. Et si tu regardes, je dois avoir 90% de mes patrons qui sont faits à partir de mes tricots qui sont faits à partir de leur patron à elle, quoi. Bien, bien. Alors, quel budget tu t'autorises par mois, Pauline? Oh, je ne veux pas savoir. Je ne sais pas. Ça dépend. Il y a beaucoup de mois où je vais rien acheter, glisser et puis mes scénettes, Ouais. sans forcément toutes les regarder. Parce que je fais des vidéos d'1h30. Pour celles qui ne connaissent pas, désolée, c'est 1h30 en général. Donc je ne regarde pas ma vidéo en long, en large et en travers en plus du montage. Je fais pas de coupure, donc les E, vous les entendez. Les hatchoum, ouais, si aussi, les hatchoum. Tu es sur YouTube, toi? Tu es sur quoi comme Non, j'utilise DaVinci. C'est un logiciel gratuit. Il est très très complet, qui demande un petit peu d'entraînement pour le comprendre, mais une fois qu'on a pareil les automatismes, ça se fait tout seul. Okay. Et du coup, en 1 heure, ça va. Le plus long, finalement, j'ai pas la fibre, donc c'est un peu long à mettre en ligne. Et c'est l'encodage aussi sur DaVinci qui prend en général au moins la moitié du temps de vidéo, donc au moins une demi-heure, 45 minutes, quoi. D'accord. Et comment ça t'est venu de te mettre sur YouTube? Ça fait combien d'années maintenant que tu le fais? Ça doit faire 3 ans et demi peut-être. Qu'est-ce qui m'a donné envie? La fibre, le filage en français. Il y en a d'autres en anglais, mais pas tant que ça. Et je me disais, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas des youtubeuses filage en France, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé pour juste partager mes expériences de filage. Et après, j'ai continué et maintenant, je file un petit peu moins. Et puis, comme je file toujours un peu pareil, c'est pas ouf. Mais au moins, je continue sur le tricot. Et alors, cette vie de YouTube, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle est importante pour toi? Ouais, c'est un super moyen d'échange, je trouve, d'échange pas de communication, mais ouais, c'est vraiment de l'échange, de discuter avec des gens qu'on connaît pas de l'autre bout de la France, hein, parce que donc moi je suis dans l'Ouest et toi tu es dans le Sud, je crois bien. Par exemple. Exact. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment pouvoir discuter de mes passions avec des gens qui peuvent les comprendre. Parce que dans ma famille, personne dans mon entourage, maintenant il y a Christelle qui est pas très loin, mais Christelle, je la connais depuis moins d'1 an. Bien sûr. Et pareil, le tricoté de Mayenne, il a pareil 6 mois. Celui d'Angers, il est plus vieux, mais ça fait que 6 mois que j'y vais. À l'époque, je connaissais vraiment personne pour qui discuter belle laine, beau patron, ravellerie, toutes ces choses qui remplissaient ma vie finalement, mais avec qui je pouvais pas parler. Enfin, à propos desquels je pouvais pas parler. Donc voilà, ça m'a permis de partager ça. Et puis au fur et à mesure que la chaîne grandit, je peux plus discuter avec plus de personnes et c'est super rigolo, c'est super fun de découvrir que quelqu'un a fait tel patron parce que finalement il a trouvé qu'il était pas mal sur moi. Et ce genre de choses, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et le Knit It à Lyon, tu l'as déjà fait? Non, jamais. Lyon, c'est un peu loin de chez moi. Et puis du coup, si j'y vais, il faut que je trouve un gîte, il faut que je trouve un endroit où rester, tout ça, et c'est jamais
À Paris, j'ai fait plus de choses à Paris parce que ma sœur habitait Paris. Donc, c'était facile de se loger. Et puis maintenant, c'est vrai que sur toute la France, il y en a un peu plus. Donc, un que j'aimerais bien faire, c'est là où il y a Fonty. Comment il s'appelle? Oui, c'est Felletin. Oui, voilà, Felletin. Felletin, j'aimerais bien y aller. Quitte à, voilà, en plus, en général, c'est sur un long week-end. Je me dis partir avec mon mari, prendre un gîte sympa et puis se faire des balades et aller à Felletin. Ça peut être sympa. Ça, ouais. Je me dis, pourquoi pas. Mais sinon, et puis moi j'ai pas l'air comme ça, mais je suis assez timide et j'aime pas déranger et j'ai toujours l'impression, bon, acheter de la laine, ok, mais faire ma fangirl en disant, oh, j'adore ce que tu fais, regarde mon pull, il est fait avec ta laine, machin, j'ai plus de mal. Donc c'est pas, et puis j'aime pas quand il y a trop de monde. Donc les événements tricot comme ça me stresse un peu. Mais ouais, les tricoter, non, parce qu'on est une vingtaine, on papote, c'est rigolo, on boit un thé, on tricote, c'est plus facile. Ok, Pauline, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Je sais pas, peut-être un jour si tu viens par là, ou bien si moi j'ai la chance peut-être un jour de passer dans ta région. Si tu passes en Bretagne, n'hésite pas à me dire, hein, on n'est pas loin. Parce que bon, tu sais que moi je vais aller à Lyon cette année parce que c'est vraiment ça fait depuis l'année dernière que je suis sur le dossier, donc le Knit It, ça va être, voilà, c'est l'événement pour moi de l'année parce que je pense qu'il faut le faire un jour, une fois quoi, tu vois, parce que ça va être. Puis là ils ont changé d'endroit, tu as vu, ça va être plus grand, il va y avoir aussi la Cousette. Ah non, je savais pas. Je suis pas trop le Knit It, comme je peux pas vraiment y aller, je vais pas. Pourquoi se donner envie d'un truc où tu n'iras pas? Moi, ça va être l'événement de mon année. L'année dernière, c'était le salon de Barcelone en novembre. Ah bah oui. Alors, je sais pas, je me suis dit une fois par an, c'est pas mal d'avoir un petit challenge, un événement à faire. Ah, carrément. C'est gai. Moi, cette année, je vais chez. C'est ça mon événement de cette année pour moi. C'est vers le mois de juin, je crois, non? Ouais. Ouais. C'est début juin, le 9-10, je crois. Comment ça se passe exactement? Tu peux m'en parler un petit peu? Parce que justement, moi, j'en ai entendu parler depuis des années, mais je ne sais pas concrètement comment ça se passe. Alors, je n'y suis pas encore allée, donc ça reste des suppositions. Hein. Ouais. Mais donc, c'est un événement sur le samedi. On y arrive, je crois que c'est à partir de 10-11 heures, en gros, quand on veut sur le site. Et là, c'est un site où on va pouvoir être à l'intérieur ou en extérieur. Il y a un joli extérieur, donc on va pouvoir. Et le but, c'est de tricoter autant de midi et compris dans le tarif. D'accord. Et il nous est fourni. Ouais. Et la petite nouveauté pour cette année, le repas du soir est en plus, mais on peut le prendre là-bas et on peut tricoter jusqu'à pas d'heure avec beaucoup de monde. Je crois que c'est 250 personnes admises cette année. Donc ça fait pas mal. Et 200 ou 250. Et du coup, c'est plus un événement. Finalement, c'est un tricoté géant. S'il y a des teinturières, elles peuvent amener ce qu'elles veulent, mais c'est pas le but en fait. C'est vraiment. Voilà, il y a du filage aussi. Je sais que l'année dernière, j'avais regardé des vidéos et il y a des personnes qui filent. Et puis le but, c'est de rencontrer plein de monde, de papoter et puis de rigoler quoi en fait. Hein. Et le tarif, c'est quoi alors? Oh, je sais plus. C'est pas excessif. Hein. Je crois que pour le soir, c'était 15 €, je crois, et ça doit être 25-30 la journée. La journée, ouais. Donc ça faisait et puis le soir, c'est si tu ramènes ton pique-nique, c'est juste pour le repas quoi. Enfin, si jamais tu as envie de manger ce qu'elle propose, après tu peux ramener ton pique-nique et rester quand même quoi. D'accord. Et alors pour dormir, tu vas dormir où toi? Avec les copines d'Angers, du coup, elles, ça fait la 3e année, je crois qu'elles le font, quelque chose comme ça. Donc elles ont déjà leur habitude dans un gîte et elles avaient une place, donc elles m'ont dit si tu veux. Je dis oui, je veux. C'est super ça. Hein. Donc voilà, on va être dans un gîte et puis on va y arriver. Est-ce que ça se trouve où exactement ce trail tricot? Alors c'est pas en Vendée, mais c'est pas très loin, je crois. D'accord. Je crois que c'est dans le Poitou. Et en fait, la géographie et moi, on n'a jamais été copains. Mais alors, d'une force. Écoute, en tout cas, je veux bien que tu me fasses un petit retour quand tu l'auras fait, parce que ça m'intéresse. Ah bien sûr, j'espère. Alors, j'aime pas trop filmer quand il y a des gens parce que je suis pas très à l'aise.
Non, Mais j'essaierai. petit échange, je pense que tu en parleras aussi dans ton podcast, Oui. certainement. Et puis qu'on puisse peut-être visionner aussi. Parce que, du coup, c'est quoi? C'est dans un grand parc? C'est dans un... Là, c'est dans une salle des fêtes communale, donc assez grande, avec dans laquelle il y a un parc en fait. Ah oui, donc ça, c'est super, ça. Hein. Ouais, ça va être un grand moment. Bah, toi, ouais, je pense que ouais, c'est pas exactement l'équivalent du NITIT, mais Oui, non, mais ça va être un même grand moment. parce que le NITIT, Ouais. il y a la vente. Là, c'est pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait un peu la retraite tricot. C'est. Ouais. C'est Maxi retraite. ça c'est super et c'est pour ça que ça m'intéresse ce que tu me dis là. C'est intéressant. Et aussi, qu'est-ce que je voulais te demander pendant que j'étais là? Alors, quand tu dis qu'il y a 250 admis, ça veut dire qu'en fait, tout le monde n'est pas pris? Tout le monde ne peut pas venir, c'est ça? Non, c'est pas. Enfin, c'est l'année dernière. Enfin, les dernières années, la salle était plus petite. Elle a changé de salle, donc elle avait, je crois, qu'entre 100 et 150 places disponibles. D'accord. Et au vu de la notoriété de Cécile et de ce qu'elle proposait, en fait, il y avait plus de personnes qui voulaient y aller Eh oui. que de places. Donc, c'était au plus rapide, quoi. Donc, en général, le lendemain matin, il y avait déjà plus de place de la mise en vente des tickets. Mais cette année, comme elle a réussi à trouver une salle plus grande, je crois qu'il lui reste encore quelques places. La dernière fois que je l'ai vu, il lui restait encore quelques places. Donc, c'est plutôt que suivant les lieux, s'il y a plus de monde qui s'inscrivent, peuvent pas accueillir plus pour des raisons de sécurité. Bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'il y a une billetterie qui est mise en ligne. Et donc, tu règles en avance. Ouais. Oui. C'est ça, tu règles en avance. Ouais. Et le menu, vous le connaissez? On vous l'a donné, etc. pour le menu de midi ou pas? Non, je crois pas. Après, peut-être alors, il y a un forum Ravelry pour le trail tricot qui est mis en place, où il y a toutes les infos qui sont données. D'accord. Et où on peut échanger, par exemple, si on y va et qu'on veut essayer de trouver un gîte, s'il y a d'autres personnes qui ont des gîtes et qui ont une place de dispo, et ça permet les échanges pour trouver des places pour se loger, ce genre de choses. Mais non, on n'a pas encore leur pas, je crois pas. C'est bien organisé quand même, hein. Et c'est son 4e, je crois. Hein. Ah oui. Et la billetterie, tu sais par quelle billetterie Elle l'a dit, hein. Ils l'ont dit, mais j'ai oublié. Ouais, je sais que le paiement est par PayPal, mais la billetterie, j'ai plus. Est-ce que c'est avec WizEvent ou un truc comme ça, tu sais pas? C'est possible. Ça me dit quelque chose. Après, je peux te dire de grosses bêtises aussi. Mais ça doit être écrit sur le site. J'irai voir, j'irai regarder. Tu vois, c'était super notre petit entretien parce que ça va pouvoir. Tu sais que moi sur Nice, j'essaye aussi de développer un petit peu ce genre de choses. Alors c'est beaucoup plus petit, parce que là c'est à l'état embryonnaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des informations des différentes villes de France, de ce qui peut se passer. Ça m'intéresse bien d'avoir un peu les retours des personnes qui peuvent assister à ce genre d'événement. C'est super intéressant. Écoute Pauline, ça fait quand même 1h30 qu'on papote. J'espère que je t'ai pas trop flingué ta journée de repos quand même. Non, t'inquiète pas. Tout était prêt avant. Tu avais des choses, tu as envie de nous dire d'autres choses? Il y a des choses qui te viennent à l'esprit, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, de te poser comme question, ou c'est bien? Non, ça a été bien complet. Je crois qu'on a bien papoté, tricot. Moi, je te remercie 1000 fois. Je suis très, très contente d'avoir fait ta connaissance. Je te trouve super. J'aime beaucoup parce que tu te prends pas la tête en plus. Alors ça, voilà, c'est simple. T'es la même que dans tes vidéos. C'est pareil. Et c'est très agréable. Merci. Alors, je te dis une bonne fin de journée, profite bien et puis merci encore 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Allez voir Pauline, de toute façon je mettrai tu sais, ton YouTube et puis aussi comment on peut te taguer, parce que ça j'aime bien aussi, si vous pouvez taguer Pauline personnellement dans les commentaires, tu sais. Et souvent les personnes n'ont pas encore le réflexe de faire ça. Alors j'insiste à chaque fois un petit peu, peut-être lourdement, mais tant pis. Hein, on met le arrobase et puis toi c'est Mysticé Fibrae.
Hein, je crois que c'est le même que ta chaîne. Hein. Ouais. Puis aussi sur Instagram, allez suivre les aventures de Pauline parce que c'est super chouette de te suivre. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Hein. Ça m'hallucine toujours, mais en tout cas, merci. C'était super agréable de papoter avec toi. L'intérêt des réseaux aussi, hein, c'est de pouvoir se rapprocher aussi les uns des autres. C'est ça. Allez, alors plein de créations et puis à très vite. J'attends ton petit retour après le trail que tu nous. Pas de problème. Allez, je t'embrasse. Merci à toutes et tous et puis à très vite. Ciao, bye bye. Bye.